Philopreneur, c'est le nom du concept que je découvrais il y a 3 ans dans une newsletter de Jean-Charles Kurdali. En 2014, je vais voir un cabinet comptable, on m'aurait donné 1 300 €. En 2018, au Luxembourg, on proposait 15 000 €. Sauf que, en réalité, j'étais loin d'imaginer tout ce que ça cachait. 500-600 € de l'heure. Ça permettait de vivre largement tout en ayant un max de temps pour le sport, mes lectures et mon écriture. Honnêtement, j'ai pas peur de dire qu'1 heure de discussion avec Jean-Charles te fait gagner des années d'expérience. C'est que ça vaut beaucoup plus 100 000 abonnés sur Instagram que 100 000 €. Tu vois. C'est un asset énorme pour ta vie. Pendant 1 heure, il m'a expliqué comment la création de contenu lui a permis de prendre un ascenseur social et d'accéder à une vie intentionnelle et non subie. On voulait me payer sur ma valeur perçue parce que les gens ne m'avaient pas vraiment parlé. J'ai envoyé un mail, comme d'habitude le lundi, dans l'intro j'ai juste dit je cherche un appartement sur Paris dans le 11e, tel et tel budget. Le lendemain j'avais mon appart. Comme d'habitude, j'ai essayé de comprendre les étapes clés de son parcours d'entrepreneur, ses cicatrices, mais aussi comment la philosophie l'a aidé dans le solopreneuriat. La chose principale que tu contrôles dans ta vie, c'est tes réactions. C'est ça. Le stoïcien il te dit c'est que tu vas créer un petit gap entre les deux, ta capacité du coup à réagir de manière juste. Ouais. On parle de stoïcisme, de lancement de podcast, de newsletter. Premier épisode 1000 écoutes, deuxième épisode 2000 écoutes. Les gens me respectaient en tant que VC alors que j'étais même pas VC. De son nouveau livre qu'il vient de publier, mais également de traumatisme. Tant que j'ai pas réglé tous mes traumas, c'est normal que je réussisse pas dans la vie, c'est normal que je n'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est une grosse connerie parce que non en fait. Le nouvel épisode du 10K Social Club est disponible dès à présent sur toutes les plateformes. Quel type d'enfant ou d'adolescent tu étais? Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis? Quels sont les services que tu proposes? Et pourquoi est-ce que ces personnes pensent comme ça? Et comment est-ce qu'on peut se défaire de ce prisme? Quelle est la chose la plus étrange que tu aies découvert sur toi-même depuis que tu es entrepreneur? En fait, c'est difficile de répondre tac au tac à des questions. C'est l'intro, ça. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 10K Social Club. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Jean-Charles Kurdali, alias JCK pour les intimes. Comment ça va, Jean-Charles? Super, Kélian, et toi? Ça va. Je suis d'autant plus content que, en réalité, aujourd'hui, on a affaire à un philopreneur. Hein, c'est comme ça que tu t'es défini. Du moins, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, parce que maintenant ça fait un petit moment que je te suis, que je suis abonné à ta newsletter. Donc j'ai eu entre-temps l'occasion de voir que tu avais lancé un premier podcast qui était dans la tête d'un VC. Tu as eu également un deuxième podcast dans la tête d'un CEO cette fois-ci. Avant ça, tu as monté une start-up que tu as revendue. Ensuite, t'as été stoïcien, ensuite t'es solopreneur. Enfin bref, il y a trop de trucs aujourd'hui dont j'ai envie d'aborder. Mais déjà, tout simplement, qui est-ce que tu es? Comment tu peux te présenter simplement? Ouais, merci Kélian. Ouais, c'est pas mal de choses. Ouais, donc, j'ai 32 ans. Ouais. Et j'aime bien dire, tu vois, ça fait 16 ans, la moitié de ma vie maintenant, que je me pose la question de comment vivre. Tu vois, et de comment questionner un petit peu les chemins préexistants, tu vois, les chemins qu'on devrait suivre en fait dans notre vie, Ouais. les chemins classiques, imposés par la société, par la culture, par notre génétique peut-être même parfois. J'adore. Et du coup, ça a été tous ces projets, quelques-uns et d'autres projets aussi que tu n'as pas nécessairement évoqués, ont fait partie plutôt de cette quête de questionnement et de mise en action ensuite de ces questionnements. Ce qui a découlé avec le temps et un peu de recul sur notamment cette idée du philopreneur, qui, grossièrement, pour résumer, c'est l'équilibre entre l'action et la réflexion, et de la vie intentionnelle, qui est la philosophie mise en pratique du philopreneur, qui est du coup une sortie de comportement par défaut, de mode de vie par défaut, pour aller vers quelque chose de plus intentionnel. Ok. Et tout est un peu combiné, et au final, même cette philosophie pratique sur laquelle j'ai travaillé ces dernières années est un peu la synthèse de mes 15-16 dernières années de vie, de réflexion, de projet en réalité. Ok, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai déjà envie de rebondir, mais je pense que dans un souci de logique, on va déjà commencer par la base. Quel type d'enfant ou d'adolescent tu étais? Alors, j'étais quelqu'un qui était assez obsessionnel, je dirais déjà quand j'étais enfant et ado, au sens où tu vois j'avais des activités que j'aimais bien et je voulais vraiment les masteriser d'une certaine manière. Okay. La première activité où ça a été vraiment, on va dire, pas utile, je dirais pas ça parce que le basket m'a été utile, mais qui a eu un impact vraiment sur ma vie personnelle et même professionnelle, et notamment d'un point de vue financier, c'était le poker en ligne que je découvre à 16 ans. En fait, parce que du coup, ça va faire un parallèle avec un autre pan de ma personnalité qui est que je suis pas quelqu'un de très patient et que j'ai un peu de mal à me concentrer quand quelque chose m'intéresse pas. Autant je peux être obsessionnel si la chose m'intéresse, mais si je m'ennuie et que j'y porte peu d'intérêt, je le mets de côté. Et l'école, malheureusement, est rapidement tombée sur ce côté. Donc, je me suis désengagé un petit peu mentalement de l'école vers 15-16 ans. Et j'ai eu besoin de trouver une autre activité qui se trouve a été le poker en ligne. Où j'ai pu justement exprimer
vraiment une forte concentration, un désir de devenir performant dans un domaine. L'impression de contrôle aussi, je me disais, voilà, ça dépend de moi, là, je peux travailler sur mon... Parce que ça parle peut-être pas aux gens, mais au poker, tu peux vraiment travailler sur ton jeu. C'est pas un jeu de hasard, en fait, sur le long terme, il n'y a aucun hasard, en réalité. Okay. Et du coup, j'ai pris ça vraiment sérieusement vers 16-17 ans. J'ai eu la chance d'avoir des bons résultats assez jeunes. Et ça a été une activité, j'ai mis beaucoup d'intention. Et donc ça, ces activités-là, c'est des activités que tu choisissais de faire par toi-même suite à une réflexion, on va dire, seule? Ou est-ce que tu faisais partie d'un groupe, t'avais des influences, Je te prends le cas du poker. Ouais. J'avais créé un groupe également à l'époque, tu vois, un petit peu qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux comme LinkedIn aujourd'hui, à se connaître entre créateurs et à s'entraider. Et ben, j'ai fait pareil à l'époque au poker, c'est que j'ai créé ma petite bande de 6-8 personnes. Ok. Et on a tous travaillé le jeu ensemble, on s'est tous soutenus, entraidés. Et tout le monde a atteint un niveau qui lui permettait de vivre du poker à un moment dans ce groupe. Ok. Et c'est marrant alors parce que donc du coup j'ai vu qu'on partageait une passion commune pour à cette époque-là pour Christopher McCandless et Into the Wild qu'on a connu, je pense à peu près au même âge, donc c'est-à-dire vers les 15 ans à peu près. Un peu plus moi, 17-18 parce que je l'ai pas quand le film est sorti, tout à fait, un peu après. Ok, ouais. D'accord. C'est quelque chose qui, en fait, j'ai envie de rebondir là-dessus. Comment est-ce que la philosophie est arrivée dans ta vie? Alors c'est à peu près à la même période que le poker. Je préciserai en fait je me désengage de l'école et la raison qui fait que je me désengage de l'école, enfin une des raisons majeures, c'est que je redouble ma seconde parce que j'avais pas mal de problèmes cette année-là. J'avais eu des problèmes familiaux, notamment mes grands-parents qui sont décédés coup sur coup. J'en parle dans le livre, c'est un peu un manche dans ma vie parce que j'étais très très proche d'eux. Et je me retrouve en fait à comprendre que du jour au lendemain, tu peux passer de mec normal, on va dire, tu vois, j'avais genre 12-13 de moyenne, à quelqu'un qui a 6-7. Et j'ai vu en fait le changement de regard qu'avaient les personnes par rapport à moi. Okay. Du conseiller d'orientation, les professeurs, à ma famille et surtout et aussi mes amis ou supposés amis de l'époque. Et j'ai vu en fait à quel point tu pouvais passer dans une espèce de monde parallèle un peu, tu vois, où un peu de ceux les persona non grata d'une certaine manière, tu vois. Le mec il a redoublé ou il va redoubler, enfin tu vois, on traîne moins avec lui, tu vois. J'avais ça un peu dans mon lycée. Ouais. Et ça m'a pas mal marqué. Et je me suis dit à ce moment-là, ce chemin-là, a priori, il est assez, je sais pas, c'est pas malsain, mais en tout cas, moi, je l'avais pris comme ça, il me plaît pas. Et du coup, je trouvais d'autres chemins. Et c'était juste une hypothèse, le poker, ça aurait pu être d'autres choses. C'est juste, ça a été un moyen pour moi de m'émanciper, de créer ma propre voie, d'une certaine manière. Donc, il y a eu cette époque. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à m'ouvrir à la lecture. Autre que la lecture type Harry Potter, tu vois, des trucs que je faisais genre quand j'avais 10, 11, 12 ans. Et je me souviens d'une après-midi où je suis parti dans une librairie chercher des bouquins de sociologie, de philo, d'histoire. À quel âge du coup? À 15-16 ans. Et je suis venu chez moi avec 4-5 livres. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. J'ai dû lire genre 20 pages de chaque. C'est imbitable. Mais il y avait quand même cette intention d'aller chercher quand même de la ressource, d'aller chercher des connaissances en dehors de mon environnement direct, qui était où j'habitais, les gens que je fréquentais, etc. Donc j'avais quand même ce réflexe de creuser. Il y a un livre quand même que j'ai su lire à cette époque qui m'a été de la même manière qu'Into the Wild un peu plus tard, qui était très important, c'est On the Road, donc sur la route de Jack Kerouac, qui est très connu aussi dans les romans un peu initiatiques américains des années 50-60. La Beat Generation. Ceux qui ont presque, on peut dire, créé les hippies après malgré eux. C'est un grand malheur de Jack Kerouac, qui du coup, en gros, c'était On the Road, c'est un livre qui raconte l'histoire de mecs de l'Est américain, donc côte Est, plutôt new-yorkais, et qui partent pour rejoindre notamment San Francisco. Et c'est dans un contexte d'après-guerre où ils considéraient que les États-Unis étaient un pays hyper chiant parce qu'ils étaient en mode sécurité suite à. Ils avaient pris Pearl Harbor, ils étaient traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Comme plein de gens, les Américains. Et ça m'a assez marqué, en fait, c'était cette capacité qu'avait ce petit groupe de gars de 18-20 ans à envoyer chier un petit peu tout ce conformisme, toute cette lenteur, tous ces schémas, en fait, qu'on leur proposait de suivre et de créer leur propre chemin, encore une fois. Et c'est génial parce que ça rejoint effectivement. Moi, j'ai lu On the Road beaucoup plus tard. Je pense plutôt vers mes 23 ans. Mais en tout cas, l'histoire, moi, de Into the Wild et même le livre entier, parce que c'est paru dans la presse. Enfin, il y a eu plein de supports, on va dire, de contenu pour s'intéresser à cette histoire-là. Moi, je pense que c'est ce type d'histoire-là qui m'ont introduit à la philosophie et qui donc, par conséquent, m'ont introduit à la rébellion de l'entrepreneuriat, si je puis dire. Est-ce que
toi, c'est ce process-là par lequel t'es arrivé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je veux m'affranchir un peu des dictats de la société, donc je veux créer ma boîte, ou alors peut-être, et c'est tout aussi louable, que c'était quelque chose de beaucoup plus réfléchi dans le sens je veux de la moula, je veux je veux un statut. Comment est-ce que t'es arrivé dans l'entrepreneuriat? Alors pour moi, déjà, la phase de poker de 16 à 22, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Au sens, j'étais entreprenant avec ma vie, tu vois, je me suis dit, je suis dans cette situation, comment je peux m'en sortir, comment je peux créer quelque chose. Et il se trouve que c'était le poker. Et pour moi, je l'ai, dans mon histoire personnelle, je considère que c'était la première étape de ma carrière, si on peut dire, mon cycle d'entrepreneuriat. Si on prend ce qui serait vraiment entrepreneuriat pour les gens, donc c'est plutôt à 22-23 ans quand je me suis intéressé aux startups, la raison qui a fait que je me suis intéressé, c'est tout simplement de me dire, le poker commence un petit peu à me lasser, donc il faut que je trouve un nouveau projet. Ouais. Et 2, je me vois surtout pas rejoindre les rangs du salariat parce que j'avais fait un stage en entreprise et ça s'était pas très bien passé, quoi. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'était... je devenais fou, en fait. Je faisais de la compta dans un supermarché. Donc, t'étais dans une espèce de petite pièce au premier étage d'un supermarché et à faire de la saisie comptable. Mmh. Et la dame, à la fin, elle m'a dit, mais t'es pas fait pour être comptable. Enfin, je sais pas pourquoi je t'ai fait, mais en tout cas, elle me disait, Mais pourquoi? Parce que tu vois, il y a un concept qui dit que derrière chaque entrepreneur, il y a un ex-mauvais manager. Ouais. Ou il y a un mauvais ex-manager. C'est un peu le cas ou... Moi, j'étais pas manager du tout. Moi, j'étais stagiaire. En l'occurrence, peut-être que la personne en question n'a pas su te faire aimer dans ce sens-là. Peut-être. En réalité, tu vois, je suis quelqu'un qui est très sensible à son environnement quand même. Ouais. Tu vois, si je suis dans une pièce sombre pendant trop de temps, ça va me déprimer. Tu vois, genre, il me faut un bel. Je suis assez précieux, c'est pas le bon terme. Il y a un côté. Je prends soin de mon environnement. Tu vois, j'aime bien pouvoir designer les choses. Mmh. Et quand t'es salarié, en tout cas quand j'étais stagiaire, c'était impossible. Je choisissais pas le bureau dans lequel on me mettait. Je subissais ma journée. Ouais. Et j'étais très malheureux. Hein. Franchement, là, je me replonge un petit peu dans ces un mois et demi. C'était vraiment la déprime. Hein. Le concept de devoir se dépêcher le midi pour aller manger, pour revenir après. Je prenais un bus et tout. Enfin, genre, je me suis dit, mais jamais je veux vivre ça de ma vie. Tu vois, quand j'étais à Paris, alors c'est malheureux, mais tu vois, j'ai pris 2 fois. Alors, ça fait vraiment le gars qui hors sol. 2 fois le métro. J'ai pris 2 fois le RER pour aller à la Défense pour des missions en conseil. Ouais. Et pourtant, c'était extrêmement bien payé. Hein. C'était payé 2500, 3000 € la journée. Ok. Et je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Okay. Ça vaut pas les 2500 balles de prendre le RER et traverser Paris pour aller dans une tour et passer ma journée enfin quand même à apporter de la valeur, mais en tout cas je me suis dit j'ai quand même mieux à écrire, à faire des trucs dans mon coin, à créer des communautés plutôt que devoir me lever à 7h30 pour faire autre chose que du sport et transpirer dans le métro, quoi. Donc en fait c'est même pas vouloir t'affranchir, c'était juste pour toi c'était naturel en fait, l'entrepreneuriat, enfin de ce que je comprends en fait arrive de manière en fait je pense que quand t'es dedans et que il y a plusieurs choses, quand t'es dedans et que t'as pas trop d'options, bah tu te dis bon bah je serre les dents et je le fais et peut-être que tu t'y habitues. Moi, j'ai jamais fait l'effort de m'y habituer. Ouais. Donc c'est le truc, toi, ça m'a irrité et je me suis pas dit je continue, on va voir comment ça se passe. Ouais. Je te donne un autre exemple. Quand j'ai vendu relativement mal ma startup, on pourra creuser si ça t'intéresse, mais en tout cas, j'ai pas fait beaucoup d'argent moi sur ma vente de ma boîte. Ouais. Je me retrouve quelques mois après je viens à Paris et on m'a proposé plein de jobs à droite à gauche, tu vois, des trucs payés de 4 à 15 000 € par mois. Toi, j'avais énormément de possibilités. Il se trouve que j'avais choisi de travailler dans une ONG qui s'appelait Bob Emploi, de Paul Duane, qui était assez connu à l'époque, qui c'était d'ailleurs le moins bon salaire qu'on proposait, c'était 4 000 € net par mois, alors ce qui me paraissait énorme d'ailleurs, parce que quelques années avant, on m'aurait proposé 1 200 € par mois avant ma startup. Donc j'avais commencé à travailler avec eux, et en fait en 10 jours, j'ai compris, même pas, en 3 jours, j'ai compris que ça n'irait pas en fait. C'était pas contre eux, c'était juste en fait ce concept de rester la journée... travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas, quoi. Okay. Et comme j'ai pas réussi par me faire violence, je lui ai dit à la fin de la première semaine ou début de la deuxième, écoute Paul, désolé, je t'avais dit je te le dirai, ça ne va pas, donc je préfère arrêter tout de suite plutôt que de vous prendre de l'argent pour rien. Qui me payait, pour eux c'était cher par rapport à les moyens qu'ils avaient, ils m'avaient pris cher, assez gros salaire. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu fais un parallèle entre donc dans ton parcours au moment où donc ce premier stage d'un mois qui est un peu ridicule dans le sens c'était pas une vraie expérience, mais on va dire que ça ressemble quand même à ton expérience la plus proche, on va dire, du salariat. Et donc on accélère un peu dans le temps, tu montes ta propre start-up. Combien de salariés? Une trentaine au plus haut. Une trentaine de salariés, donc grosse start-up.
Et à ce moment-là, eh bien, tu décides quand même de revendre. Et ensuite, tu as cette capacité, donc du coup, d'intervenir en tant que consultant dans d'autres, on va dire, c'est pas des startups, même si c'est des associations, on va dire dans d'autres entités. Et pour autant, ça te ressemble pas. Comment est-ce que tu justifies cette période de ta vie et qui t'amène à la période où tu es aujourd'hui, qui est le solopreneur? Alors oui, ce que j'ai constaté quand tu fais une startup, alors effectivement, comme elle a été quand même, c'était quelque chose de concret, tu vois, j'avais fait 4 ans de boîte, une trentaine d'employés, mais j'avais quand même compris que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même un hack, c'est que même si tu fais une boîte moyenne pendant 1 ou 2 ans, tu vois, que tu arrives à bien storyteller, tu as une valeur perçue qui est très forte sur le marché si tu es bon pour le packager, et les gens peuvent te payer relativement cher. C'est même, je pense que en vrai, c'est pas tant les 4 ans de boîte que les gens valorisaient, ou les trentaines d'employés, ou les 5 millions de chiffre d'affaires qu'on faisait, c'était surtout l'histoire qu'il y avait autour de ma boîte, qui avait été très bien storytellée, que j'avais su aussi storyteller à l'époque. Okay. Et alors sans dire que c'était des mythos, hein, mais c'était juste tu prends ce qui s'est passé, tu en racontes une belle histoire. Et du coup, j'avais une forte valeur perçue parce que j'avais aussi créé des articles. À l'époque, je commence à créer du contenu d'ailleurs en 2015. Attends. Je suis déjà créateur de contenu pendant ma startup. Sur quoi? Sur Medium? Sur Medium et LinkedIn. Oui. En fait, je passe de 2015. alors, LinkedIn, c'est 2017. Et Medium, ça commence en 2015. Et je pense qu'en France, j'étais un des plus suivis sur Medium à ce moment-là. Ça, c'est fou. Et j'écrivais, en fait, je faisais du building public de ma startup. Un Génial. peu comme tu vois Théo Lyon, ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Bah, je faisais ça à l'écrit sur Medium, moi. Ok. Donc, je sais pas, je te recrute des employés et 6 mois après, je te dis, bon, j'ai recruté mes employés, j'en ai depuis 6 mois. Voici ce que j'ai appris, les do's, les don'ts, tu vois, des trucs comme ça. C'est fou. Ouais. C'est aujourd'hui, on va dire c'est commun dans notre milieu. À l'époque, ça l'était pas du tout. Ouais. Il y avait moi, il y avait Guillaume Moubèche qui commençait à le faire un petit peu à l'époque aussi, plus vers 2017-2018. Okay. Il y en avait quelques autres, hein, mais on se comptait sur les doigts d'une main ou de 2 grands max. C'est vrai que pour le coup, même sur LinkedIn, t'as commencé hyper tôt. Ouais, mais il y avait des gens en vrai. Hein. C'est juste qu'ils ont disparu depuis la majorité. Ouais. Mais t'avais des gens. J'étais pas le seul créateur LinkedIn. Faut pas se croire que le matin je me connectais, je faisais un post, j'étais le seul et tout le monde me lisait. Par contre, c'est sûr que la compétition était moins forte à cette époque. Alors pour revenir peut-être. Pour en revenir du coup, en gros la transition entre la startup nation et le solopreneuriat. Ouais. Alors en fait, je me retrouve fin 2018, donc à céder ma boîte, à déménager à Paris. Et là, je me rends compte en fait que ma valeur perçue est très élevée en fait, beaucoup plus que ce que j'imaginais moi étant à Nancy, tu vois, être un peu déconnecté de l'écosystème parisien, et c'était dû à ma boîte et à mes articles en fait. Je te donne un exemple. Quand j'avais ma startup, j'avais mis en place le système des OKR, qui est beaucoup plus connu maintenant, un système de management par les objectifs inventé par des mecs d'Intel et popularisé par Google. Ouais. Et en fait, j'avais écrit un article qui a été premier sur Google en France pendant 2-3 ans. Sur les OKR ? Ouais. Okay. Qui n'était pas exceptionnel, mais en fait, j'avais juste expliqué comment je les ai mis en place sur Fetch, chez Fetch, ma startup. Et oui, ça s'appelle Fetch. Ouais, Fetch, FETCH. Vu que personne n'en parlait, en fait, de ce sujet en français, j'ai été premier sur Google pendant des années. Et du coup, j'avais des gens qui me contactaient, soit pour prendre un peu aspirer mon cerveau et voir comment je l'ai mis en place. Et souvent après, est-ce que ça t'intéresserait de venir les mettre? On m'avait proposé, au début, une journée à entre 500 et 1000 euros. J'avais dit, ok, ouais. Et en fait, j'ai pris goût parce que je me suis dit, c'est de l'argent facile, ça me permet pas beaucoup de travailler. Et je suis monté jusqu'à 2500, 3000 euros la journée. Et je pense en réalité, aujourd'hui, que c'était mal pricé, que j'aurais pu faire des offres sur 3 jours, 20, 30, 40 000 euros, parce que ça apporte énormément de valeur. Et je te parle de ça, c'est des boîtes qui en plus avaient des moyens, parce que c'était des séries A, série B, série C startup. Alors que, à côté de ça, ton salaire, je sais pas, chez Fetch. J'ai payé 1300, 4400 euros, je me payais les que parce qu'en fait, c'est ça. Au bout de 2 ans, j'ai 2 années sans me payer. Et 2 années en payant moins de 1500 euros par mois. Parce que c'est ça aussi, très rapidement, il faut aussi expliquer peut-être aux personnes qui ne le savent pas, mais la Startup Nation est un peu une énorme bulle bien storytellée, mais en réalité, les gens à l'intérieur sont pas très bien payés, c'est assez compliqué, c'est pas la manière la plus rapide de devenir riche, quoi, en gros. Non, j'ai une anecdote là-dessus, j'avais rencontré une personne qui s'appelle Stéphane Marek, qui est un solopreneur, infopreneur, qui lui a percé sur Udemy, la plateforme qui marketplace pour acheter des formations. Et lui, quand je l'ai rencontré grâce à The Family en 2018, il me disait qu'on avait pris un café, qu'il était presque jaloux de la chance que j'avais eu d'avoir ce parcours avec Fetch, parce qu'il rêvait de ça. Sauf que ce gars-là, il faisait des millions. Il était millionnaire. C'est énorme. Il faisait, je crois l'année-là, il faisait déjà 2-3 millions de chiffre d'affaires. Sur Udemy, il va faire beaucoup plus. Et oui, c'est un top 5 mondial, il me semble, ou c'est un top 10 mondial sur Udemy. Sur quel sujet? Sur, je maîtrise pas trop le sujet, mais c'est sur tout ce qui est un peu architecture web. Dev. Dev web. Ouais. Donc, notamment Amazon Web Services, si je me trompe pas. Il travaille là-dessus.
et c'est un best-seller mondial de vente sur ce sujet. Mais il avait quand même cette perception de j'aurais bien aimé monter ma startup. Depuis, il l'a fait d'ailleurs. Depuis, maintenant, il a sa boîte. Et la startup ? La startup et son solopreneur business. Et pour te dire, il a célébré les 2 millions d'élèves formés sur Udemy. Wow. Donc là, on parle de chiffres qu'aucun Français n'a jamais fait. Tu vois. Ouais, 2 millions, c'est énorme. Wow. Donc ça te montre encore une fois effectivement qu'il y a quand même un mirage un petit peu de la startup nation qui est un peu redescendu un petit peu de son pinacle quand même les dernières années, mais il y avait clairement, on a eu une influence, notamment The Family, qui a vachement bien fait le travail à l'époque de démocratisation de ce qu'était une startup, les bonnes pratiques, etc. Et ça a aussi donné envie à plein de jeunes de monter ça, et c'était même presque le modèle unique. Tu vois, c'était le modèle unique. En 2014, unique. en fait, 2015, si tu veux devenir entrepreneur, tu ne poses pas de questions, tu montes une startup. Exactement. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, presque tu sens que la startup, parce que allez, il faut aussi rappeler ce que c'était une startup à l'époque. Une startup à l'époque, c'était Airbnb venait d'arriver, Uber venait d'arriver. On était, moi je me rappelle toutes les idées de startup que j'avais à l'époque, parce que je voulais forcément devenir un entrepreneur, donc c'était par conséquent startup, c'était forcément une plateforme de mise en relation. Genre vraiment, c'était la seule manière. Aussi, quoi. Et on n'avait pas de. C'est là où effectivement c'est un travail d'utilité publique de prendre la parole sur qu'est-ce que c'est qu'un solopreneur, pourquoi est-ce que la Startup Nation c'est pas forcément le seul modèle, que bien souvent, moi j'ai bossé avec eux pendant 3 ans, la plupart des entrepreneurs de start-up ils sont malheureux parce qu'ils sont au bord du burn-out, le chômage finit bientôt, ils ont un investisseur à la maison, c'est comme si t'avais ta mère qui était derrière toi et qui te disait non range ta chambre et ainsi de suite, fais ceci, fais cela. En quoi toi, qu'est-ce que t'as trouvé de mieux dans le solopreneuriat? Alors déjà, il faudrait nuancer chacun des propos que tu as dit, mais forcément, je tape dessus. Et c'est en partie vrai, mais par exemple, les investisseurs sont pas toujours chiants. Enfin, toi, c'est pas 100% du temps. C'est vrai, on peut faire. On en a pas parlé. T'as monté. J'avais des investisseurs. Oui, t'as monté un fonds d'investissement, non? Alors un club de business angel. Ok. Je voulais créer un fonds d'investissement. D'accord, c'est pas quelque chose qui c'est un projet sérieux où je suis pas allé au bout parce que je me suis désintéressé de ce milieu qui m'a finalement pas plu, le milieu du venture capital. Ok. Donc investir pas son argent mais investir l'argent d'autres personnes. Ok. Donc les fonds d'investissement. Et finalement j'ai fait un petit peu de business angel avec une trentaine de personnes que j'avais fédérées dans un projet en 2019. Ok. C'est là où j'avais créé dans la tête d'un VC à l'époque. Justement, j'avais compris par le contenu que tu pouvais créer une marque personnelle et avoir une valeur perçue forte rapidement. Et mon but à l'époque, même le modèle mental que je m'étais dit, c'est comment devenir le plus connu des VC derrière Jean de la Roche-Brochard, qui était la star à l'époque. Tu vois, c'était le seul qui avait vraiment une marque personnelle dans le VC. Et en 3 à 6 mois, mon podcast était très connu. Écouté dans tous les fonds d'investissement parisiens, plein de start-upers l'écoutaient. Il faisait 20-30 000 écoutes par mois en 6 mois, le truc. Ah oui. En 6 mois, 1 an, en tout cas, il était déjà à 30. T'avais combien d'épisodes? Et moi-même, j'en ai fait. J'ai fait 1 an, j'ai dû faire 25-26 épisodes. Un toutes les 2 semaines. Ouais, c'était même pas toutes les semaines. Et en physique, en visio? C'était que du présentiel à l'époque. À Paris, donc. Audio, mais présentiel. J'allais dans les fonds. Je faisais des interviews avec le partenaire du fonds, un des partenaires du fonds. Ok. Et il y avait un vrai besoin. J'ai eu un content market fit, on pourrait appeler ça, tu vois. Ah oui, non. Jour 1. Okay. Jour 1, en fait, c'est sorti. Premier épisode, 1000 écoutes. Deuxième épisode, 2000 écoutes. Et c'était parti, quoi. C'est hyper drôle ce que tu dis, parce que là, on dit ça en rigolant, mais en réalité, c'est une réalité, ce content market fit. Ouais. C'est la même chose qu'un product market fit. Je l'ai vu parce que j'ai lancé d'autres types de podcasts qui ont beaucoup moins marché. Et j'avais pas le content market fit. C'est ouf. Ouais. Et tu l'as ressenti, ok. Donc dès le début, il y avait. Direct que je touchais quelque chose et que ça intéressait les gens. J'avais des retours, j'avais de la croissance. Enfin, il y avait tout, en fait. Je pouvais facilement convaincre des business angels. Les gens me respectaient en tant que VC. Alors, j'étais même pas VC. Enfin, tu vois, mon image était vraiment associée à ça et c'était fou. Malheureusement pour moi, ça m'a pas intéressé. Oui, mais sauf que tu dis malheureusement, et en même temps, c'est là où tu avais ta vision qui était très bien faite déjà il y a plusieurs années. Tu avais déjà compris l'intérêt d'une newsletter. Ouais, parce que ton audience aujourd'hui, j'imagine qu'il y a quand même une partie de ta base de données de newsletter, on va dire, qui vient de ce podcast-là, non? Enfin, tu mettais peut-être les deux Elle commençait, elle avait dû démarrer 6 mois avant. Je l'ai démarré en octobre 2018. Okay. Et le podcast, ça devait être vers le printemps 2019. Mais effectivement, j'ai récupéré une petite centaine d'abonnés, plusieurs centaines d'abonnés, disons, à cette époque. Et il y a des gens qui m'ont connu, effectivement, via Dans la tête d'un VC, et qui après, 3 ans plus tard, se sont retrouvés avec du contenu philo. Enfin, philo à ma sauce, mais quand même philo.
Donc c'est marrant, mais c'est là où tu vois l'importance de la marque personnelle et que les gens aussi s'attachent à toi si tu arrives à mettre de ta personnalité, à exposer tes, je sais pas, des problèmes, des craintes, des victoires aussi, enfin qui s'attachent plus à toi en tant que créateur que toi parce que tu parles de tel sujet. Et c'est ce que je dis à quelqu'un en fait, tu vois, typiquement ceux qui parlent d'IA aujourd'hui, je leur dirais, tu vois, qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, quand vous parlerez plus d'IA, en fait, les gens continueront à vous suivre. Et que si demain on vous remplaçait, qu'est-ce qui fait que vous manquerez aux gens d'une certaine manière? Si c'est que le sujet qui intéresse les gens dans ce que tu fais, tu es remplaçable, tu es une commodité d'une certaine manière, et du coup tu ne dureras pas sur plusieurs décennies. Si par contre tu te poses la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un a intérêt de me suivre pendant toute ma vie, tu vois. Moi, ma newsletter, je pense l'écrire, j'espère, toute ma vie, il n'y a pas de raison. En fait, en tout cas, d'avoir un format, ce sera autre chose peut-être dans 30 ans, mais ce format régulier, tu vois, de contenu que je propose aux gens. Et la newsletter, a priori, devrait rester pendant un certain temps encore. En tout cas, le format mail restera un certain temps encore. Donc, ce serait pas étonnant que dans 30 ans, j'écrive encore une newsletter. Quoi. Mais surtout que les intérêts de cette newsletter, ils vont au-delà du business. Nous, on s'est rencontrés par le biais de nos contenus respectifs, je pense de nos newsletters. Comment est-ce que, justement, la création de contenu et donc notamment cette base de newsletter, ça peut venir changer une vie et même changer les on va dire créer une sorte d'ascenseur social ou alors te permettre d'accéder à des milieux ou à des personnes auxquelles tu n'aurais pas accédé sans. Je fais une anecdote très rapide déjà récente. T'es au courant déjà, mais j'ai trouvé mon appart à Paris. Là, au moment où on parle, là, je suis à Paris pour 3 mois. C'est stylé. J'ai envoyé un mail, du coup, comme d'habitude, le lundi. Dans l'intro, j'ai juste dit je cherche un appartement sur Paris dans le 11e, tel à tel budget. Le soir même, j'avais 8-9 propositions. Le lendemain, j'avais mon appart. Ça, c'est quelque chose que personne quasiment ne peut faire à Paris s'il n'a pas d'audience. Aujourd'hui, c'est impossible, à moins d'avoir le piston dans le milieu immobilier, ce qui est pas mon cas. En tout cas, le raccourci aujourd'hui, si t'as pas le réseau, si t'as pas la permission, on va dire, ou les connaissances dans le milieu, et si t'es une audience, tu peux créer des miracles. Donc c'est un exemple très, très concret là, au-delà du business, comment la newsletter peut aider, ou le contenu. Après, par rapport à l'ascenseur social, en fait, tu vois, on le prend sur les revenus. Encore une fois, je suis un inconnu à 22, 23 ans à Nancy, qui n'a même pas en plus tout le narratif de c'est cool, il a joué au poker. C'est juste un mec, un geek qui a joué au poker, qui a l'air de pas faire grand chose de sa vie. Tu vois, j'avais des retards en études. Je passe à 3 ans, 4 ans après, le mec a monté la boîte la plus cool de la région, plus ou moins, tu vois, parce que start-up, on était vachement un peu starifié localement, et je faisais du B2C en plus, donc très très visible. Et qui crée du contenu et qui apporte de la valeur aux entrepreneurs, et du coup, j'avais une bonne image même à Paris à ce moment-là. Et du coup, je vois encore une fois, qu'en 4 ans, on me propose des salaires qui passent de 1002 à jusqu'à 15 000 euros. En 2014, je vais voir un cabinet comptable, on m'aurait donné 1300 euros. En 2018, au Luxembourg, on proposait 15 000 euros. Et, tu vois, certes, il s'est passé plein de choses en 4 ans, j'ai fait la boîte, j'ai appris énormément de trucs, mais la réalité, c'est qu'on voulait me payer sur ma valeur perçue parce que les gens ne m'avaient pas vraiment parlé. Tu vois, ils étaient venus me chercher, ils me disaient mec, on est prêt à te recruter 15 000 balles. Ils ne connaissaient pas personnellement. J'ai vu une après-midi, quoi. Donc ça montre la valeur, tu vois. Là, j'ai un peu dépassé la question de du contenu, mais l'entrepreneuriat au sens large, tu vois, les projets, même, je dirais, le fait de faire des projets, peuvent clairement augmenter ta valeur perçue et ta valeur ta capacité à générer de l'argent. C'est lié parce qu'en réalité ta boîte elle était de notoriété publique, donc il y avait des articles de presse à côté. Toi tu t'avais justement un peu fait ce build in public sur Medium, donc c'est clairement ça en fait. C'est même ma boîte, tu vois, quand j'y repense, en fait les 6-8 premiers mois avant le lancement officiel, on a fait 4-6 mois un peu à se chercher, tu vois, à voir comment on allait faire notre service. Alors, en très rapide, c'était un Uber Eats ou Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants. Donc, livraison de repas, de resto, livré par des livreurs indépendants, tu vois. Donc, ce genre de, ça, c'était ce business-là. Et du coup, j'avais eu l'idée, pareil, un peu, mais parce que un peu à défaut d'avoir autre chose à faire, tu vois, j'avais build in public la startup aussi. Donc, à l'époque, c'était sur Facebook. Et pendant 6 mois, tous les jours, j'ai posté un contenu, une photo, où je documentais l'aventure. Du coup, ça avait créé un lien avec l'audience aussi. Et du coup, on avait des clients dès le démarrage. En fait, j'ai eu ce réflexe un peu malgré moi, tu vois. Genre, je me dis, qu'est-ce que je peux faire sur Facebook ? Raconter notre life de la boîte. Et ça a marché très bien. Parce que personne ne le faisait pareil. Et peut-être sur la question ascenseur social, ça te permet de rencontrer des gens effectivement que tu ne rencontrerais pas. Tu te rencontres typiquement sur LinkedIn, tu vois, tu as tous les professionnels, tu as des gens quand même très haut gradés sur cette plateforme.
j'ai des amis qui ont pu rencontrer des ministres comme ça, tu vois. Ah ouais. Attirer l'attention de. Ouais, j'ai des amis entrepreneurs ou créateurs qui ont rencontré des gens très haut placés parce que le contenu effectivement abolit une partie des barrières. Même si après, je nuancerai, je pense qu'il y a quand même, tu vois, quand tu es invité dans certains environnements, tu vois, chacun reste quand même un petit peu dans sa catégorie, donc on peut se côtoyer. Après, il y a des différences. Tu prends l'exemple de Xavier Niel, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais une des rumeurs qu'on entend sur Xavier Niel, c'est que c'est quelqu'un qui est très, qui est très pas mal à l'aise, mais un peu un des défis de sa vie, c'est d'être aussi anobli certainement par l'aristocratie, l'aristocratie, mais la bourgeoisie, bourgeoisie française. Et au final, pour beaucoup de gens, ça reste quand même le mec qui a démarré sur Internet, un peu les mains sales avec ses premiers business et tout. Tu vois, et donc, c'est marrant d'analyser un petit peu au final que t'as beau être un des milliardaires et du coup une des personnes les plus riches de France, t'as certains milieux qui ne vont pas t'accepter, même 30 ans après. C'est fou. Donc il faut quand même nuancer. Mais clairement, ça permet, c'est un catalyseur, ça permet d'accélérer sa carrière, le contenu, je parle. De faire de nouveaux potes. Moi, je pense que si tu prends mes 50 relations, les personnes que je vois le plus en ce moment, les 30-50, c'est que des gens que j'ai rencontrés sur Internet grâce au contenu. Les leurs ou les miens. Ce qui est génial en fait avec le contenu, c'est que presque tu pourrais choisir tes potes. Ouais. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un passer, tu te dis ah putain j'aime bien son contenu, tu t'intéresses un peu, donc tu rentres en fait dans le funnel comme un client finalement. Tu rencontres qu'il a des vidéos YouTube, un podcast, tu t'intéresses et machin, et là tu te dis putain mais ce mec-là il faut trop que je le rencontre. On a exactement le même mindset. Et en fait quand toi tu crées du contenu, je sais pas trop comment ça fonctionne en réalité. Je pense que c'est un truc un peu psychologique, quoi. Quand quelqu'un qui a un nombre d'abonnés ou j'en sais rien, bref, quoi qu'il en soit, quand tu contactes quelqu'un de connu et que toi-même tu crées du contenu, t'as plus de probabilité que la personne réponde. Danko, il appelle ça la monnaie sociale, social currency. Ah oui? C'est que de dire, en fait, aujourd'hui, lui, il doit avoir 2-3 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Mais même quand il avait quelques centaines de milliers, il disait, je sais, quand je envoie un MP, j'ai énormément de chances que les gens me répondent maintenant. Ouais. Et du coup, il dit, il y a une monnaie, une forme de richesse que les gens ne prennent pas en compte, qui n'est pas que financière, c'est la richesse sociale. Ok, et ça se mesurerait en quoi en fait tes followers, en fait, tout simplement. Un nombre de qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Et nombre de contenus avoir aussi. 10 000, 50 000, 100 000 abonnés sur Instagram, par exemple, c'est un asset énorme pour ta vie. Ouais. C'est que ça vaut beaucoup plus 100 000 abonnés sur Instagram que 100 000 euros, tu vois. On disait Gary Vee, tu vois, il vaut mieux avoir 1 million d'abonnés qu'un million d'euros, 1 million de dollars. C'est clair. Et 100%. C'est clair. Ok, hyper bonne transition sur justement l'aspect un peu plus pécunier. Donc on va parler aussi du bouquin que tu vas sortir dans quelques semaines aux éditions Erol. Juste avant ça, et de parler effectivement philosophie, et tout simplement la question c'est comment est-ce que on arrive à créer un quotidien qui te permet de justement te consacrer à la philosophie, c'est-à-dire que il faut bien que tu vives, il faut bien que tu vois là tu viens de t'installer à Paris c'est pas accessible pour tout le monde, il faut de l'argent. Et puis j'imagine qu'en plus c'est pas quelque chose sur lequel t'as tiré une croix. Comment est-ce que tu vis, quels sont les services que tu proposes, etc. Comme je disais, après ma startup, j'ai fait pas mal de conseils. Donc c'était conseil au CAIR, conseil levée de fonds, enfin différentes choses. Il n'y avait pas forcément une offre qui était formalisée. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassé. J'ai voulu, justement, comme je lisais pas mal de livres de philo ou de sciences humaines, prendre une posture où je ne faisais pas que conseiller la startup ou l'entreprise avec qui je travaillais, mais vraiment travailler avec la personne, l'entrepreneur. Et d'avoir une posture plus de coach, tu vois, qui explore, qui échange, tu vois, qui n'est pas que dans du top-down. Tu vois. Je comprends. Tu me poses une question, voici ma réponse. Bien sûr. Qui en plus est limitée par mes connaissances. Et donc il y a 2-3 ans, j'ai complètement changé ce modèle. J'ai descendu mes prix de manière assez drastique. J'étais descendu assez bas par rapport à ce que je fais aujourd'hui ou ce que je faisais avant. Donc je sais pas, disons qu'avant, j'ai fait des gens qui me payaient 2-3 000 euros la journée. Et j'étais prêt, tu vois, même sur mes premiers clients en coaching, sur la nouvelle formule, à descendre même à... je sais même plus les prix, mais c'était anecdotique, tu vois, mais genre, 600 euros 3 mois, tu vois. Enfin, pour les 3 mois mais la formule était 2 sessions par mois pendant 3 mois. Mais en fait, je m'en foutais du prix, je savais que ça allait remonter vite, ça. Bien sûr. Tu voulais te faire en plus tester, avoir de l'expérience, des retours, et avoir rapidement 5-6 clients pour pouvoir faire du coaching au quotidien. Donc du coaching, j'avais lancé ça en 2010. Business et philosophie / développement personnel. Ouais, exactement, ouais. Ok. Et en fait, c'est cette activité-là qui me suit depuis 2-3 ans. Ok. Que j'ai développé, alors pas de manière très structurée, parce que j'ai pas de page de vente, j'ai pas grand chose en fait. J'ai juste ta newsletter. J'ai ma newsletter, j'en parle de temps en temps. Pour te donner un exemple, tu vois, justement, la puissance du contenu, la puissance de la marque. Je
je crois qu'en 2022, du coup, j'ai dû faire 70-80 000 euros en 2022 De chiffre d'affaires? de chiffre d'affaires, Ok. en ayant en plus réduit le nombre de clients parce que je voulais me consacrer à mon livre. Donc j'avais seulement entre 4 et 7-8 clients en quotidien, alors qu'avant j'en avais plus entre 6 et 10. Ok. Et je n'ai pas parlé une seule fois de mon offre de coaching en 2022. La seule fois que j'en ai parlé, alors c'est quand même un peu pour 2022, c'était fin 2021, donc vers fin novembre, début décembre. J'ai dit, pour ceux qui sont intéressés pour l'année prochaine prendre des coachings, voilà ce que je propose, voilà le nombre de places qui sont disponibles. Et après, j'ai surfé pendant quasiment toute l'année sur ça. Et de mémoire, j'en ai pas parlé une seule fois très ouvertement, jamais sur LinkedIn, jamais en fait. Ok, et du coup, ce coaching-là, ça te fait combien de chiffre d'affaires par mois? Donc celui-là, c'est 80 000 euros. Ok, donc 6 000 euros par mois, en gros, Ça. en tout. Ok. Et du coup, en travaillant avec entre 3 et 6 clients du coup, par mois. Ouais. Entre 3 et 6 clients. Ok, à raison donc de une heure par semaine par client? C'est 1 heure toutes les 2 semaines. 1 heure toutes les 2 semaines, Ouais. d'accord. Donc c'est à peu près 500-600 euros l'heure. Donc c'est très bien payé à l'heure. Et après, du coup, comme je te disais, donc, c'est que comme je voulais avoir plus de temps pour le livre, j'ai réduit le nombre de clients. Ok. Et mon but, c'était pas de maximiser mon chiffre d'affaires, c'était de maximiser mon temps disponible. Ce qui me permettait de vivre largement, même investir, mettre de côté, tout en ayant un max de temps pour le sport, mes lectures et mon écriture. Mais c'est génial parce que là, c'est la preuve, mais c'est un bel exemple de j'utilise mon travail au service de mon lifestyle et non l'inverse. Parce que là, donc du coup, ça te fait consacrer une demi-journée par semaine, en gros, pour te nourrir, le food money, on va dire. Ouais. Et le reste, donc, c'est constitué de quoi, le reste de ta semaine? Alors j'aime bien dire, pour me décrire, que je passe mes journées à marcher, à lire, à écrire, à voir des gens. Ouais. Et à consommer des contenus intéressants de manière générale. C'est un peu et faire mon sport si je ne l'ai pas dit. Okay. C'est un peu mes activités qui définissent un peu ma journée type. Ok. Et oui, j'étais assez obsédé par comment je peux vivre ces journées idéales, vivre ce mode de vie. Il y a eu aussi le fait d'être à l'étranger, de vouloir faire des expériences, faire des rencontres, ne pas être que en train de travailler tout le temps. Ouais. Et d'avoir ce projet de livre, parce qu'au final, le projet de livre, c'est vrai qu'on dit un livre, les gens s'imaginent pas ce que c'est, mais là, en tout cas, dans mon cas, ça a pris 18 mois quand même entre l'idée et la publication. Là. Ouais. Donc certes, j'ai pas été peut-être le plus productif à tous les moments, mais la réalité, c'est que vu le niveau d'ambition, vu la qualité du livre que je voulais avoir, tu vois, je pouvais pas bâcler un truc en 3 à 6 mois. En tout cas, avec mon niveau, j'étais incapable de faire quelque chose de très grande qualité en 3 à 6 mois. Parce que tu l'as fait en 3 à 6 mois? Non, je l'ai fait en 18 mois. Tu l'as fait, oui, voilà. Je voulais pas sortir un livre, tu vois, bâclé. En fait, je me suis dit, je veux faire le meilleur livre possible, tu vois, avec les connaissances et compétences que j'avais en 2022 et que j'ai en 2023, parce que ça, c'était à cheval sur 2022-2023. Et pour ça, j'avais vraiment besoin d'avoir tout mon jus de cerveau, toute ma bande passante, je voulais la consacrer en majorité à mon livre. Et j'ai été prêt, du coup, c'est quand même un sacrifice, parce que c'est un coup d'opportunité, tu fais pas d'autres projets, tu vois, il y avait d'autres choses que j'avais envie de lancer, que j'ai mis en stand-by. Ça a été aussi le fait aussi de moins construire de patrimoine, parce que certes, alors j'ai pu très bien payer à l'heure, mais j'ai pas généré énormément de chiffre d'affaires par rapport à ce que je pense être capable de générer. Donc c'est aussi de se dire, à un moment, tu joues avec des curseurs et tu dis voilà, l'argent moins important à court terme, là on va plus aller sur un projet qui fait du sens. Si tu vois, si on fait un peu la comparaison avec le podcast, c'est une preuve énorme de confiance, un bouquin. C'est-à-dire que si demain tu passes à la vitesse supérieure sur le business, je m'intéresse à toi, je vois que tu as publié un livre, je lis ce bouquin, il fait combien? Il fait 300, 400 pages, donc c'est on a réduit de 220 du coup celui-là. OK. Bon, on en a quand même pour plusieurs jours de lecture, surtout que il est hyper smart dans le sens où tu reprends ton positionnement de philopreneur, donc de philosophe mais de manière appliquée. Avec des conseils pratiques. En gros, tu as 7 chapitres, c'est ça 7 principes. 7 principes. Mais 7 principes. Donc en gros, c'est principe numéro 1, en gros, pourquoi est-ce que t'en es là dans cette vie? Parce que le livre s'appelle Vie intentionnelle. Et donc, pourquoi est-ce que t'en es là dans cette vie? Et progressivement, on t'explique toutes les étapes pour passer à ta vie intentionnelle, donc choisie avec différents principes tels que le stoïcisme, et ainsi de suite. Ouais, ça. Et c'est, je pense que dans quelle mesure tu penses qu'il va s'intégrer dans tes projets futurs, ce livre-là? Alors, c'est toujours dur à dire parce que je veux pas forcément faire un business autour de la vie intentionnelle.
je pourrais changer d'avis, mais c'est pas nécessairement, je me dis pas aujourd'hui, Ok. je vais leur faire un méga levier marketing. Tu vois, le livre va continuer à vivre après. J'ai des idées de business qui sont rattachées à la philosophie, Ouais. mais je pense pas créer tout un écosystème virtuel. Encore une fois, peut-être que je vais changer d'avis. Par contre, tu vois, je pense que ça va m'apporter des coachings. Tu as des gens qui vont être intéressés, tu vois, et qui vont vouloir prendre des coachings. Là, je suis en train de enfin formaliser un peu une offre. Alors c'est marrant parce qu'au final, elle va être un peu moins philo. Mais j'ai envie d'aller plus. Alors c'est marrant parce que du coup, ça met un peu un contre-pied à ce qu'on pourrait croire que je devrais faire, tu vois. Mais en fait, je suis fasciné et tu vois, j'ai beaucoup réfléchi au sujet. Je le fais moi-même, tu vois. Ce lifestyle quand même en réalité, c'est quand même ce lifestyle design. Ouais. C'est bien tendanciel. C'est quand même cette idée de comment tu passes notamment de freelance, tu vois, qui travaille 4-5 jours par semaine avec des clients, à quelqu'un qui productise un service et qui après commence à créer des produits. Du coup, justement, pour avoir plus de temps, décorréler ses revenus du temps qu'il passe à travailler. Et tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est le pain numéro 1 de mes clients en coaching en réalité. Ils ont 2 pains principaux, c'est je travaille trop et j'ai pas de temps pour moi. Et je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je veux aller. Toi, c'est un peu les deux choses. Et au final, en vrai, si, ça reste quand même du coaching très philosophique, au sens où on se pose des questions. Ouais. Mais j'ai envie d'axer quand même sur ce pain qui est arrêter de travailler à 400 € de TJM 4 jours, 5 jours par semaine. Okay. Et cette frustration qu'ils ont de voir les solopreneurs qui, en fait, ont l'air d'arriver à travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus. Alors, ça se fait pas en 2 jours, évidemment. Ouais. Mais il y a des choses à mettre en place, tu vois, qui n'arrivent pas aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et en parallèle de ça, alors encore une fois, ça peut changer, j'ai tendance à changer d'avis quand les choses ne me plaisent pas, mais je suis en train d'explorer le fait de lancer un média et un business sur le stoïcisme et la philosophie au sens plus large, antique, mais aussi tous les philosophes que j'appelle existentiels, tous ceux qui se sont posés la question de comment mener sa vie, comment bien vivre, donc des Nietzsche, tu vois, des Montaigne, tu vois, pas que forcément que des stoïciens. Mais on va plutôt je vais plutôt le commencer sur le stoïcisme et après voir où ça me mène. Et ça, du coup, le livre aura sa place aussi dans un funnel. Parce qu'au final, le livre est influencé, c'est pas que du stoïcisme, il y a une influence stoïcienne dans le livre. Et donc, voilà, c'est dans un funnel en produit d'entrée, avoir un produit à 19 €, 20 €. Alors, c'est smart aussi, quoi. L'occasion est parfaite, donc tu parles beaucoup du stoïcisme. Je sais que tu as vécu pendant 2 mois de manière un peu comme un moine du stoïcisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le stoïcisme et comment s'est passé ces 2 mois-là? Alors, le stoïcisme, c'est une philosophie qui date de l'Antiquité grecque, mais qui s'est surtout popularisée pendant la période romaine. Les gens les plus connus, tu vois, qu'on entend son nom, Marc Aurèle, empereur romain, le plus connu, Sénèque, qui était un homme politique important et l'homme le plus riche de son époque, et Épictète, qui a écrit le manuel, le livre que je conseillerais, tu vois, pour comprendre la philosophie stoïcienne, qui était un esclave devenu philosophe, adoubé par l'empereur de l'époque. L'empereur de l'époque venait même, l'empereur précédent, l'empereur qui est venu le voir, est venu jusqu'à Chypre. Ouais. Parce que Épictète s'était fait exiler avant. À un moment, les empereurs à Rome étaient puissants, en fait, on en a eu marre des philosophes. Ils se posaient trop de questions. Ils ont dégagé tout le monde, exilé dans les extrémités de l'Empire. Ils n'avaient plus le droit d'être à Rome et pas trop loin de Rome. Et malgré tout, tu vois, l'empereur d'après, lui, il était plus smart, revenu. Tu vois, et il s'est dit, Épictète, ça a l'air intéressant ce qu'il fait, on va aller voir ce qu'il dit dans son école de philosophie. Et du coup, il faut se dire qu'à l'époque, notamment un peu plus tôt à Athènes, tu avais donc des écoles de philosophie qui étaient autour de l'agora, donc l'agora, la place principale, la place publique. Et dans l'agora, donc tu avais Platon et d'autres qui faisaient un petit peu, on pourrait dire, comme des lead magnets, aujourd'hui on dirait dans le business, qui venaient avec des discours, des discours exotériques. Donc c'était des discours, tu vois, qui donnaient envie aux gens de s'intéresser plus à la philosophie professée par telle école. Tu vois, stoïcisme, épicurisme, scepticisme, tout ce que tu veux. Et du coup, tu avais des gens qui étaient vraiment dans l'agora. Et après, tu avais les cours de philosophie en privé, on va dire. Okay. Il y avait vraiment un funnel, en fait, à cette époque. C'est ouf. De toute façon, on n'a rien inventé, les dimensions. C'est incroyable. Tu vois, de toute façon, Platon, Aristote, ils ont inventé beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, le stoïcisme, plus particulièrement, c'était une des écoles les plus réputées de cette époque. C'était une école qui avait pour but d'atteindre ce qu'on appelle le démonia. Donc, c'était le bonheur, en fait. Le bonheur, ouais. Mais un bonheur, tu vois, justement, qui distinguait du plaisir. C'est vraiment un bonheur vraiment long terme. Un état, pas une émotion, un état, vraiment un état d'être. Et du coup, ça, c'est un peu le délire de toutes les écoles de philosophie. C'est comment on atteint ce qu'il appelle le démonia, le terme grec pour dire le bonheur.
Et le stoïcisme, sa particularité, c'est que lui, il travaille beaucoup sur les émotions. Donc les gens vont te dire, être stoïque, c'est celui qui n'a pas d'émotions. N'a pas d'émotions. Alors que le stoïcien, moi je ne dis pas le stoïque, je préfère les stoïciens. Les stoïciens, c'est des gens qui acceptent leurs émotions, mais qui ne réagissent pas nécessairement en fonction de leurs émotions. Donc tu prends l'émotion. C'est un outil. Et après, tu réagis avec plus de rationalité. Et alors on peut ne pas être d'accord avec ça, on pourrait dire il faut réagir avec émotion, tu vois, la beauté de la vie c'est être artiste, émotionnel. Et tout. Alors, du coup, c'est pas le point des stoïciens. Et en fait, tu peux ne pas plus être d'accord. être prisonnier de ses émotions, c'est s'en libérer. Et donc il y a ce sujet, donc c'est une très bonne philosophie pour réduire l'anxiété, pour réduire le stress. C'est une philosophie aussi qui est très tournée vers le bien commun, donc vers la politique. Au sens, la politique c'est le bien de la cité, hein, c'est pas les élections, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que je peux avoir comme action pour le bien de la cité ou le bien de ma nation aujourd'hui on dirait, ou le bien de la société, le monde, tu vois, l'écologie par exemple. Et ben, le stoïcien il serait sans doute écolo, tu vois, aujourd'hui on pourrait se dire quoi. Il se dirait voilà le bien commun, bah, du coup globalisé à notre époque. Et alors ça veut dire quoi donc faire ça parce que on pourrait se dire à ce moment-là je lis du Marc Aurèle tous les matins, je fais tu vois, j'essaie de rester là-dedans et c'est un truc que je peux faire toute ma vie. Ça veut dire quoi être stoïcien pendant 2 mois? Alors je lisais avant, pendant les années précédentes, le stoïcisme, et à chaque fois ça me faisait du bien, c'était une vraie forme d'outil thérapeutique. Je le voyais vraiment comme je me sens pas bien, je lis Sénèque et ça me détend. Ça te détend, voilà. Ça me faisait on pourrait du bien. se dire ça. Et en 2021, un petit peu avant ce challenge, j'ai une période où j'étais moins bien, donc je me suis remis à lire du stoïcisme, ça m'a refait cet effet, et cette fois je me suis dit je veux vraiment le mettre dans ma vie cette fois-ci. Et effectivement j'aurais pu faire que de lire, mais je me suis plutôt essayé de le pratiquer parce qu'en fait, dans le stoïcisme et dans les philosophies antiques, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les exercices spirituels. En fait, tu as juste des exercices en fait, qui servaient à pratiquer les principes de la philosophie. Je te donne un exemple. Tu as par exemple des méditations, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est des méditations négatives. C'est de se prémunir des catastrophes qui peuvent t'arriver dans la vie. C'est en fait que si tu imagines déjà un problème que tu peux avoir dans ta vie, tu vois, le décès d'une personne qui t'est chère, la faillite de ton entreprise, je ne sais quoi, ça peut t'aider à mieux gérer au moment où ça arrive. Tu t'imagines bien l'accueillir, bien la gérer, c'est ça, j'imagine que c'est en version positive. Tu te dis voilà, que tu vas réussir à surmonter ça. Du coup, c'est un exercice. Tu as l'exercice d'inconfort volontaire pour te prémunir contre la pauvreté, par exemple. C'est de dormir, ce que faisait Marc Aurèle, par exemple, de dormir sur la paillasse un soir toutes les semaines. Parce que, et t'as fait ça? Alors j'ai pas fait ça, j'ai fait j'en ai fait un, il faisait très chaud, j'étais en Géorgie, et ça a l'air débile comme ça, mais je m'interdisais de mettre la clim dans ma chambre. Ah oui. On adapte avec les moyens du bord. Mais tu vois, à l'époque, les gens se feraient pas chier, ils mettraient direct 35 degrés, je comprends. La clim. Et moi je disais non, je mets pas la clim. Donc c'est bon, t'es prémuni à la pauvreté. Des choses du style, tu vois, j'avais un peu adapté, tu vois, genre... je me souviens, à un moment, j'étais au 11e étage dans un immeuble en Géorgie et je m'étais interdit pendant la semaine de prendre l'ascenseur. Et donc, c'est des exemples un peu du quotidien. Et tu as des exercices très précis de journaling, par exemple, tu vois, donc le matin, d'écrire pour préparer un petit peu sa journée, tu vois, de se dire, c'est ce que dit Marc Aurèle dans les pensées. Tu vois. Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de faux, quelqu'un de ça, c'est pas très grave, en fait, c'est leur problème. Moi, je vais rester droit dans mes bottes et vivre ma vie, vivre ma journée. Le principe, tu parles du journaling. Le principe du journaling, c'est un truc que je fais tous les jours maintenant depuis, je pense, peut-être bientôt 1 an, on va dire, et qui a vraiment, j'ai vu les effets sur ma vie. Donc quand je parle de journaling, on va voir si c'est la même chose que ce dont toi tu parles. C'est déjà écrire à peu près. Voilà, j'ai mon carnet, donc c'est à la main, et tous les matins, première chose que je fais, après avoir bu mon verre d'eau, je parle un petit peu du quotidien, et très rapidement, j'essaie de déceler une émotion que j'ai, qu'elle soit positive ou négative, mais l'objectif c'est quand même de trouver un peu le négatif et de venir décrire du coup cette émotion négative et gentiment d'y apposer des émotions, enfin des pensées positives pour recalibrer ton cerveau, on va dire, par rapport un peu à tous les codes de la société ou alors toutes les habitudes qu'on a pu te mettre en tête et qui sont fausses. Est-ce que c'est de ça dont tu parles ou est-ce que c'est quelque chose de différent? C'est sensiblement la même chose. C'est plus le soir qu'ils disent ça, les stoïciens apparemment. Ah oui, ils font ça le soir, eux? C'est du détail après, mais c'est l'examen de sa journée, d'analyser un petit peu ses émotions, pourquoi cette émotion est arrivée, comment j'y ai réagi, comment je pourrais mieux réagir la prochaine fois. Et c'est vraiment dans l'idée que la chose principale que tu contrôles dans ta vie, c'est tes réactions. Et du coup, par réaction, c'est très, très relié à émotion, parce que souvent les gens vont réagir purement sur le côté émotionnel. Donc il va y avoir aucune distance entre ce qui se passe et leur réaction. C'est ça. Le stoïcien, il te dit, c'est que tu vas créer un petit gap entre les deux. Un vide. C'est ta capacité du coup à réagir
de manière juste. Ouais. Ok. Et du coup, le journaling aide effectivement à prendre conscience de ces émotions, de comment tu peux avoir des meilleures réactions, comment tu peux avoir des meilleures pensées aussi. C'est ça qu'au final, les émotions, souvent, ça tendance à tourner en boucle. Et en fait, tant qu'on les traite pas, tu te retrouves comme en fait, dans des comportements néfastes pour ta santé ou pour plein d'autres. C'est super intéressant parce que, et là en plus je vois le lien parfait avec l'entrepreneuriat. C'est Naval qui expliquait que justement lui ce qu'il veut c'est porter des bons jugements et non plus être jugé justement sur sa capacité de production mais sur ses jugements en tant que tel. Et donc en ça du coup le stoïcisme permet de prendre du recul. Un peu comme l'exemple parfait, c'est un peu le trader, tu vois, qui achète une action, elle perd de sa valeur, il a tout de suite envie de réacheter, enfin d'en acheter une nouvelle, alors qu'en réalité, peut-être qu'il faudrait plus se poser, enlever ses émotions, les dissocier de ses décisions. Mais c'est des bons exemples. Les finances, tu vois, en dit souvent, tu vois, typiquement dans le Bitcoin, tu vois, ou n'importe quelle action que tu vas prendre, si on prend le fameux index américain, le SP 500. Ouais. C'est le genre de choses, tu vois, on sait que sur 150 ans que ça ne fait que monter. Et les gens, tu vois, ils ont peut-être flippé pendant le Covid, tout s'est un peu effondré pendant un an et demi. En réalité, en fait, l'émotion te donne envie de sortir, la raison doit te faire rester. En fait, si tu retires ton argent, c'est pas un podcast de finance, mais quand ça descend, en fait, tu vas faire que de perdre de l'argent toute ta vie. Et c'est aussi, ça sous-entend pas mal de choses chez les personnes aussi. Il peut y avoir d'autres problématiques. Mais les finances personnelles, c'est un sujet où les finances de manière générale, faut pas être émotif, quoi. Il y a un autre courant de pensée, un autre point un peu, on va dire, philosophique, mais aussi que je rapproche énormément à l'entrepreneuriat. Je vais l'emmener sur le soloprenariat, mais bref. C'est ce point un peu de la responsabilité de ses actions. Et on va dire un peu de la différence entre téléologie et étiologie. Donc, le fait de se dire, soit il y a quelque chose qui arrive qui ne découle pas de mes actions et donc je le subis et donc mes actions à moi elles sont impactées. Par exemple le cas d'un traumatisme, j'ai eu ce traumatisme quand j'étais enfant et donc aujourd'hui je ne peux pas faire ça. Là moi où je voudrais le ramener on va dire au soloprenariat, c'est toutes ces personnes qui vont commencer à être entrepreneurs, vont peut-être acheter une formation, vont peut-être essayer de lancer une boîte et donc ça ne marche pas. Et donc, à jamais, elles auront cet avis que le soloprenariat, c'est du bullshit, c'est que des vendeurs de rêves, des vendeurs de formation, et ainsi de suite. D'après toi, pourquoi est-ce que ces personnes pensent comme ça et comment est-ce qu'on peut se défaire justement de ce prisme ? Forcément, tu as pris le concept d'étiologie et théologie, donc c'est Adler. De Adler, ouais. C'était à référence le livre. Exactement. J'ai jamais lu, mais les deux japonais, là, l'étudiant. Avoir le courage de ne pas être aimé, que je recommande énormément. Ouais, super livre. Ouais. Et j'ai acheté le deuxième. Le nouveau, avoir le courage d'être heureux. J'ai pas lu encore, mais moi non plus. A priori, j'attends des bonnes choses. Ouais. Et c'est vrai que ce concept est assez dingue, c'est de se dire, du coup, l'idée derrière, c'est on ne se définit pas par notre passé, mais par notre désir futur. Ouais. Ça, la téléologie, c'est on se tourne vers le futur. C'est ça. En fait, nos comportements où on se sabote, en fait, c'est pas tant parce que dans le passé on a raté des choses, c'est parce qu'on veut pas vraiment en réalité. On se trouve une excuse en réalité si on parle simplement. C'est ça. Donc c'est pas parce que j'ai un mauvais rapport à l'argent que je suis pas millionnaire, c'est parce que je veux pas vraiment être millionnaire que je fais pas les efforts d'être millionnaire. Ce serait ça en fait, la théorie d'Adler. Ouais. Et alors déjà le rapport par rapport à ta question, que moi je sais pas qui a raison. Alors si tant est qu'il y a raison entre tu vois un Freud et un Adler. Freud qui serait beaucoup plus sur les blessures du passé. Toujours est-il que aujourd'hui, spécifiquement en France, on a encore, tu vois, par exemple, vous voyez déjà ça 10 ans. Il y a 10 ans, je voyais des vidéos YouTube sur il faut glorifier l'échec, c'est pas grave d'échouer. Il y a toujours cette pression sociale aujourd'hui, ce regard te pointe du doigt quand tu échoues dans quelque chose. Ouais. Donc je pense que les gens, en fait, ils ont vraiment ce réflexe, malgré eux, inconscient. Si quelque chose ne fonctionne pas, effectivement, je mets une croix et je passe à autre chose. C'est terrible. C'est pas fait pour moi. Je pense que c'est le problème numéro 1 qui empêche d'aller et dans le soloprenariat, c'est un très bon exemple parce que tu prends le cas de Peter Levels de Nomadlist. Bien sûr. C'est ce qu'il dit souvent en fait. Il dit j'ai lancé 90 projets les 6 dernières années. Exactement. Il n'y en a que 4 qui me font gagner de l'argent ou 6, je sais plus. Thibault Louis en France, c'est un bon exemple aussi. Tu vois, il lance plein de trucs. Il y a des choses des fois qui prennent pas et pourtant il performe très bien. Donc il y a vraiment, on va dire,
nécessité de lancer beaucoup de choses et d'échouer dans l'entrepreneuriat et a fortiori dans le soloprenariat. Et tu as une pression culture, enfin, il y a une culture en France en fait, qui est antinomique à ça. Ouais. Donc c'est dur de s'en sortir. Je te donne un exemple même personnel. Quand ma startup, du coup, j'ai dû la vendre, ça a été perçu pour beaucoup de gens comme un échec parce que du coup, je l'ai mal vendu. Du coup, on a dû la céder un peu en catastrophe. Ok. Et du coup, j'ai même intégré un moment ce narratif en mode je peux pas être fier de ce que j'ai fait parce que c'était un échec financier. Ok. Alors qu'en réalité, l'expérience en elle-même, je sais ce qu'elle m'a apporté. Enfin, je la valorise énormément intérieurement. Mais il en était arrivé en fait par cette pression un petit peu culturelle à me faire croire à moi-même à bout d'un moment que en fait non, ça comptait pas tant que ça. C'est fou. C'est incroyable. Et pourtant, tu vois, je suis quelqu'un qui est sensible à ces sujets, qui se pose des questions, tu vois, qui. Comment t'as réussi alors qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux personnes qui se trouvent dans cette situation est-ce qu'il y a une solution? J'en sais rien. Bah, moi, ma solution, ce serait de continuer à lancer des projets, tout simplement, en fait, de se dire que la vérité d'hier est pas celle d'aujourd'hui, tu vois, elle sera pas celle de demain. C'est que moi, il y a un truc justement, je rebondis parce que je viens de penser en fait à une potentielle hypothèse. Justement, Adler explique que le passé n'existe pas. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper terrible et de très réconfortant aussi. Le passé n'existe pas, c'est-à-dire que toutes les personnes du passé, tous les projets du passé n'existent pas. En réalité, il y a que le présent qui te rend heureux. En fait, je pense que en réalité, c'est même une meilleure manière d'envisager sa psyché et sa vie, parce que le problème en fait de la psychanalyse, alors, je suis pas un spécialiste, mais et moi-même, je suis quelqu'un qui pousse les gens à suivre des formes de thérapie, mais c'est que je remarque pas mal de gens, même en coaching, notamment des femmes, pour faire une distinction si on peut se le permettre, qui sont beaucoup dans le travail sur les croyances limitantes, le travail sur le passé. Et moi, je dis souvent, en fait, en coaching, dans ma philosophie, en tout cas, c'est la philosophie du mouvement. C'est le fait de se mettre en mouvement, c'est le fait d'aller vers l'avant qui va résoudre aussi qui va d'une certaine manière résoudre les problèmes les croyances que vous pouvez avoir aujourd'hui. Je ne peux pas créer sur LinkedIn, poste une fois, on travaille ensemble et tu vas voir, tu peux créer. Je ne sais pas monter une boîte, vas-y, on travaille à lancer ton projet, tu vas voir, tu peux lancer un projet. Ouais. En fait, c'est par le mouvement que les gens aussi trouvent des solutions. Donc en ça, je m'inscris plus dans le courant de pensée d'Adler. Et en fait, je me dis aussi que tu vois, quand tu commences, typiquement dans nos âges, autour de la trentaine, et puis on n'est pas très vieux encore, mine de rien, si on croit et on adhère plus à on va dire, le passé détermine notre présent et notre futur, et du coup, il faut travailler le passé, c'est un sacré chantier à travailler. Hein. C'est que tu as des gens, ils vont faire 20, 30, 40 ans de thérapie. Ouais. Je pense que ça va être une justification aussi de ne pas avancer pendant longtemps. Je suis d'accord. Alors, et encore une fois, je dis pas, je pense que les deux ont raison, les deux ont tort, au final. Ouais. Et comme dans tout, en fait, ce que dit Ken Wilber, un philosophe que j'aime bien, c'est qu'en fait, à un moment, tout le monde a tort et tout le monde a un peu raison. Tu vois, il n'y a pas vraiment de vérité ultime, aussi brillants soient les gens. Et en fait, je pense que pour une bonne vie, il y a plus intérêt à quand même à se mettre derrière cette idée, en tout cas, d'Adler. Parce que celle de Freud, au final, elle est. Enfin, déjà, tu vois, ça me fait mal à la tête d'y penser. Si je prenne chaque moment, tu vois, je me dis, il faudrait que je travaille ce point. Et je pense aussi les gens se complaisent là-dedans aussi, parce qu'on parle de responsabilité. C'est que ça défausse ta responsabilité. C'est un délai, ça la diffère. Parce que tant que j'ai pas réglé tous mes traumas, c'est normal que je réussisse pas dans la vie, c'est normal que je n'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est une grosse connerie, parce que non, en fait, tu vois, typiquement. Je sais pas, je sais trouver un exemple, tu vois, je me dis pas quand je lance un projet, je lancerai le projet seulement quand j'aurai telle compétence. Je me dis, je vais développer telle compétence parce que je lance le projet. Ouais. J'ai une posture de me dire, oui, il faut que j'apprenne telle liste de compétences, et puis seulement un jour je pourrai. De toute façon, je pense qu'on peut résumer ça par tomber amoureux du process et non pas du résultat, parce que je sais pas si tu te lances dans la création de contenu, par exemple, tu peux créer un an de contenu et. Je pense aussi que tu vois, il y a aussi une réalité, tu vois, sur. Les gens n'aiment pas se faire mal aussi, tu vois. La réalité, c'est que dans ta tête, les idées sont toujours beaucoup plus cool que dans le réel. C'est vrai. Quand tu as une idée de startup, ça a l'air exceptionnel, puis tu l'as fait, puis au bout de 2 semaines, en fait, c'est dur. C'était beaucoup mieux dans ma tête. Elle était mieux, et en plus, elle est chiante ou elle est dure. C'est moins enthousiasmant ou c'est impossible ou compliqué. Et en fait, c'est pour ça qu'une idée n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas mise dans le réel. Les meilleures idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Oui, complètement. Et Derek Sivers, il avait quelque chose qui me plaisait bien, c'était de dire il y avait les idées et l'exécution, et c'est des multiplicateurs. Ouais. Une très bonne exécution, tu vois, ça va être, je sais pas, un x1000. Avec une idée qui moyenne, tu vois, qui serait x10, ça fait quand même un bon résultat à la fin. Et les gens, en fait, se concentrent sur les bonnes idées, mais l'exécution, ça leur passe par au-dessus, tu vois. C'est fou. Donc, ce que j'encouragerais les gens à faire, lui, c'est de pas garder tout dans leur tête, de pas se prendre la tête sur, ok, certes, on a tous des choses de notre vie qui ont été compliquées,
Mais en même temps, on va pas passer 30 ans en thérapie à les résoudre avant de commencer, sans dire aux gens de ne pas faire une forme de thérapie. Mais voilà. Soyez, en tant qu'entrepreneur, faut être dans la téléologie. Ouais. Et lire et ton bouquin et le bouquin de la psychologie d'Adler, du coup, avoir le courage de ne pas être aimé. C'est vrai qu'au final, vie intentionnelle, c'est cette idée aussi de se projeter dans le futur également, complètement. Ouais. On va passer aux questions un peu snack, un peu plus légères, dont l'objectif c'est de répondre un peu plus rapidement. Vas-y. Quel serait le conseil le plus farfelu, mais efficace, que tu donnerais à un entrepreneur, on va dire solopreneur, créateur, débutant, pour qu'il réussisse rapidement? Farfelu et efficace. Ouais. Je vais répondre rapidement. Je sais pas, j'irais tester la première idée qui lui vient. Souvent, c'est penser de manière farfelue, c'est une bonne idée souvent, je veux dire, en réalité. Ah oui? Ouais. Du coup, c'est pas une réponse rapide, mais ça me fait juste dire que c'est une bonne idée, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que c'est en faisant un peu n'importe, tu sais, ça me fait penser à Rémi Gaillard, tu vois, là. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je suis d'accord. Cette idée. Et je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans les délires de voir calquer un peu les frameworks qui fonctionnent, d'être un peu standardisé au final, tu vois. Comment faire mes accroches LinkedIn, c'est quoi un bon TikTok. On en parle pas assez de ça. Et on normalise les choses. Et en fait, des fois, tu arrives avec un truc, tu vois, comme moi, j'avais Building Public, ma startup, tu vois, c'était pas un standard à l'époque. Et du coup, ça peut pas être farfelu, c'était une des raisons du succès quand j'ai lancé la boîte. Ouais. Donc de faire la chose, tu vois, j'ai pas d'exemple concret, mais je pense que c'est une bonne philosophie. Ouais, non, je suis d'accord. Assumer sa singularité et oser créer de nouveaux concepts, quels qu'ils soient, quoi. Trop cool. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies découvert sur toi-même depuis que tu es entrepreneur? La plus étrange. En fait, c'est difficile de répondre tac à tac à des questions. Non, mais t'as le temps. En fait, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je dis oui, c'est du contenu snack, réponds rapidement, mais il y a aucun des invités qui répond rapidement. La dernière fois, j'ai posé quoi? C'est quoi le bonheur? Non, est-ce que l'argent fait le bonheur? Okay. Tu peux répondre aux deux, mais non, mais je veux dire, spontanément, mais c'est difficile en vrai. Ouais. La chose la plus étrange, du coup, c'est quoi? C'était la plus étrange? Que t'as découvert sur toi-même depuis que t'es entrepreneur. Que je suis du matin. C'est ouf, j'ai exactement la même. Parce que quand j'étais joueur de poker, je vivais la nuit, je me couchais tout le temps à 3-4 heures du matin. Dans ma tête, je m'étais persuadé que du coup, j'étais un mec de la nuit en fait. Ouais. Et impossible pour moi du coup de me lever avant 10-11 heures, tu vois, ça n'existait pas le matin. Tu vois, je me disais même des fois à quoi bon me lever de toute façon, tu vas rien faire avant 18 heures parce que, alors je me lève pas à 18 heures, mais je commençais à jouer tard l'après-midi ou au début de soirée. Et du coup, tu vois, j'étais là, je zonais un peu le matin. Le matin, pour moi, n'était pas du tout sacré, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu vois, une matinée que je n'exploite pas correctement, sans dire que ma journée est ruinée. En tout cas, je suis un peu frustré, quoi. Tu te lèves à quelle heure le matin? Alors, souvent un peu plus tard, mais dans un monde idéal, j'ai tenu longtemps, c'était 6h15, 6h30. Ouais. Et depuis que je suis revenu à Paris, c'est plus 7h15, 7h30. Là. Ouais, on en avait parlé. Un décalage horaire d'une heure à Paris. Ouais, parce que c'est c'était déjà comme ça quand je vivais. C'est un rythme de vie un peu différent ici. Après, il fait nuit à 22h, donc 21h maintenant. Donc, oui, c'est l'été ce sera pas pareil dans un mois et demi. Ok, dernière question. Si tu pouvais avoir un mentor célèbre pour t'aider dans ton business et dans ta vie, n'importe lequel, ce serait lequel? Je peux en donner deux ou pas? Ça là. De quoi? T'as dit quoi? Je peux en donner deux. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Je pense en philosophie de vie, je choisirais Derek Sivers. Ok. Qui m'inspire beaucoup là sur sa manière justement d'avoir exploré beaucoup de modes de vie, qui est dans la création, en même temps qui a été un bon entrepreneur, qui est assez artiste, qui a pas mal étudié la parentalité aussi, ça pourrait m'intéresser dans quelques années. Ça serait plus pour le côté vie. Et côté business, en ce moment, j'aimerais bien discuter avec Danko. C'est un peu la star montante, mais toi, c'est un des rares qui... J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui parlait un peu de sujets qui correspondait un peu aux miens. Alors lui, il se trouve que c'est en plus d'être quelqu'un assez spirituel, philosophique, c'est un excellent solopreneur. C'est un des meilleurs au monde, tout simplement, aujourd'hui. Ouais. Donc, tu vois, si je pouvais l'avoir en coach business, ce serait cool. Ah, puis il explique bien. Il a cette dimension, justement, émotion, philosophie. Ouais. Ok. Et puis, dernière question, quand est-ce que sort ton bouquin? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, faire la petite promotion là-dessus? Ouais. Le livre sera peut-être sorti d'ailleurs, mais c'est le 7 septembre. Ok. Et en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer, comme on a dit dans le podcast, une philosophie pratique pour aider les gens, on va dire, à résoudre des problématiques contemporaines, comme le problème de sens, le problème, tu vois, de prendre des décisions selon les autres, pas de vivre pour soi, mais de vivre selon les autres. Le problème de la concentration aussi, tu vois, des problèmes très concrets, modernes,
en puisant dans des principes plus intemporels, notamment la philosophie, mais aussi des principes entrepreneuriaux. Ok. Par exemple, il y a un principe où j'essaie plus d'expliquer comment comprendre son époque et en tirer parti au maximum, notamment en m'inspirant sur les travaux de Naval, en fait. Naval Ravikant. Je ne suis pas que sur des Génial. stoïciens ou des anciens. Et c'est pas vraiment un livre de philo, c'est plutôt un livre qui utilise la philo pour aider les gens à se développer personnellement. Donc c'est un livre qui est quand même très centré sur le développement personnel, le développement de l'individu. Je me suis pas concentré non plus sur le développement collectif, sociétal. Ça sera pour plus tard, ça. Donc c'est plutôt pour quelqu'un qui a envie de se développer, de résoudre des problématiques importantes de notre époque. Ok. Et du coup d'aller vers ce que j'appelle la vie par défaut, donc qui est un peu la vie qu'il a aujourd'hui s'il l'a pas conscientisé, à une vie qui lui ressemblera plus dans le futur. Trop cool. Franchement, j'ai commencé à le lire et il est super intéressant. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, sinon? Le mieux, je pense, ça reste la newsletter. La newsletter, de toute façon, ça fait disons que c'est comme ça. Donc ça fait 5 ans qu'elle est là, donc elle restera là encore dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc au moins, comment je fais pour avoir ta newsletter? Juste taper dans la tête d'un philopreneur sur Google, et c'est un Substack du coup, donc vous pouvez vous inscrire directement. Et pour les choses un peu plus quotidiennes, c'est LinkedIn en réalité où je suis le plus actif. Mais là où il y a mon meilleur travail, c'est de loin la newsletter. Pour moi, LinkedIn, ça reste des petits tests que je fais à droite à gauche. La newsletter, c'est où je me bute un peu à sortir des bons contenus. Quoi. Trop cool, mec. Merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment trop sympa. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Et on se retrouve dans un autre épisode du 10K Social Club. Tchuss.